visages bons à tout, voici le vide qui vous fixe. Votre mort va servir d'exemple. La mort, cœur renversé. Ils vous ont fait payer le pain, le ciel, la terre, l'eau. Ils disaient désirer la bonne intelligence. Ils rationnaient, les forts jugeaient les fous, faisaient l'aumône, partageaient un sou en deux. Ils saluaient les cadavres. Ils s'accablaient de politesse. Ils persévèrent, ils exagèrent. Ils ne sont pas de notre monde. Paria, la mort, la terre et la hideur de nos ennemis ont la couleur monotone de notre nuit. Nous en aurons raison. Chers élèves, une nouvelle petite vidéo pour vous présenter les consignes et les conseils que je pourrais vous donner concernant la rédaction sur Guernica. Je ne vais pas revenir en détail sur l'histoire du bombardement ni sur celle du tableau de Picasso car vous l'avez déjà vu en espagnol. Je rappelle simplement, pour ceux qui auraient été absents, que cet événement a eu lieu pendant la guerre civile espagnole opposant franquistes et républicains. Le lundi 26 avril 1937, jour de marché, de 16h30 à 19h30, une quarantaine d'appareils de l'aviation allemande de la Légion Condor, appuyés par une dizaine d'avions italiens, bombardent le petit village de Guernica, au cœur du Pays Basque, un important bastion anti-franquiste. Ce raid fera entre 500 et 3000 victimes selon les sources et détruira près de 71% de la ville. Ce massacre restera célèbre pour plusieurs raisons. D'abord les victimes. Si toutes les différentes archives proposent des bilans très différents, c'est avant tout la nature des victimes qui choquera l'opinion publique. Guernica était un village sans défense, et ce ne sont que des civils qui ont péri dans cette attaque aveugle. Si ce n'est pas la première fois de l'histoire, c'est une des premières utilisations de tapis de bombes sur une population civile. Malheureusement, Guernica ne restera pas un cas isolé, et cette technique, et je mets de gros guillemets, sera utilisée par tous les camps durant la décennie qui suivra. Les raisons de l'attaque aussi. Guernica ne représentait en rien un lieu stratégique pour le camp franquiste et c'est uniquement la valeur symbolique de la ville qui aurait motivé ce raid, devenant un des premiers actes terroristes de l'histoire. D'autre part, les généraux de l'aviation nazie ont avoué avoir testé sur Guernica leur matériel et leurs nouvelles techniques de combat, notamment leurs nouvelles bombes explosives et incendiaires. Les victimes de Guernica ont donc été massacrées pour la valeur symbolique de la ville et pour un exercice en conditions réelles. La prise de conscience. Guernica reste dans les mémoires comme un acte barbare, malheureusement annonciateur des horreurs qui suivront pendant la Seconde Guerre mondiale. Le monde comprend que la terreur et le massacre massif de civils sera au cœur du prochain conflit, qui devient de plus en plus inéluctable. Les habitants de Londres, de Dresde, de Caen, d'Hambourg, d'Hiroshima, de Nagasaki et de bien d'autres villes connaîtront le même sort que ceux de Guernica. Le rôle des artistes enfin, car après le bombardement de Guernica, nombreuses sont les voix qui s'insurgent, parmi lesquelles celle de nombreux artistes. C'est le cas de Paul Éluard avec son poème La victoire de Guernica dont vous avez entendu un extrait dans l'intro de la vidéo, et évidemment de Pablo Picasso dont l'œuvre la plus célèbre est sans doute Guernica. Lorsqu'on lui demandera plus tard quelle œuvre il aimerait voir lui survivre, il bottera en touche, mais ne pourra s'empêcher d'évoquer spontanément Guernica, car c'est la réponse qui semble la plus évidente aux yeux de tous. Quelle serait cette toile? Quelle serait cette période? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. Ce tableau d'une taille gigantesque, commandé par le gouvernement républicain espagnol, va devenir au-delà d'une dénonciation factuelle du bombardement de la ville, un plaidoyer universel pour la paix, dénonçant la violence aveugle et les crimes de guerre. Et c'est en lien avec ce tableau que vous allez réaliser votre rédaction. Voici votre sujet. Vous êtes un des personnages représentés sur le tableau. Racontez le déroulement de votre journée du 26 avril 1937 jusqu'à l'instant où vous avez été immortalisé par le peintre. Utilisez au moins une fois le discours direct. Attendez, mais si on utilise le discours direct, il faut qu'on écrive en espagnol? Ben oui, vous devez retranscrire exactement ce que disent les personnages dans le discours direct, donc oui. Même si la plupart des personnes sous les bombes devaient s'exprimer en basque, utilisez l'espagnol. Je suis sûr que personne ne fait LV2 basque, donc vous le faites en espagnol. Il n'y a pas d'autres consignes, mais je vais quand même vous donner quelques conseils.
Numéro 1. Imprégnez-vous tout d'abord du tableau. Cela facilitera l'écriture. Même si vous n'êtes pas fan de Picasso, ce que je peux comprendre, je n'étais pas particulièrement ému par ces tableaux quand j'avais votre âge. Après, ça a changé, donc je comprends tout à fait. Même s'il ne vous plaît pas spécialement, regardez ce tableau. Il s'en dégage une force incroyable. Regardez-le attentivement. Scrutez-le. Appréciez-le. Regardez dans les yeux de chaque personnage peint et demandez-vous: qui es-tu, toi? Qui tiens-tu dans tes bras? Et toi là, comment t'es-tu retrouvé ici? Imaginez à quoi ils pensent, ce qu'ils ont fait juste avant que le vrombissement des moteurs d'avion ne fasse trembler le ciel. Que faisaient-ils? Où allaient-ils? Posez-vous vraiment ces questions et ensuite, et seulement ensuite, choisissez une de ces personnes et racontez sa journée. C'est tout ce qu'on vous demande. Numéro 2. Écoutez des témoignages de survivants. On en trouve plein sur YouTube et ce qui est positif, c'est qu'ils ne sont pas tous traduits, donc vous allez en plus avoir l'occasion de travailler votre espagnol. Ces témoignages glacent le sang. Il faut savoir que la ville a brûlé toute la nuit à cause des bombes incendiaires. Les secours n'arrivant de Bilbao que le lendemain matin. Écoutez ces témoignages, cela vous donnera des idées ou vous aidera à imaginer ce que vivent les personnages du tableau. Numéro 3. N'oubliez pas que vous incarnez vous-même le personnage. Vous devez donc écrire à la première personne et nous faire sentir ce que vous vivez. Présentez-nous votre quotidien avant l'horreur du bombardement. Usez et abusez de la description pour créer de l'empathie pour votre personnage chez le lecteur. De la même manière, donnez-lui une famille, des projets, bref, des raisons de vivre pour rendre compte de l'injustice et de la violence de l'attaque. Numéro 4. Je vous conseille enfin de changer de style au moment de l'attaque pour souligner la surprise du bombardement et sa violence. N'oubliez pas que la forme, votre façon d'écrire, doit se mettre au service du fond, donc de ce que vous racontez. Numéro 5. Je vous conseille enfin de terminer votre texte par une fin ouverte ou suggérée. Cela renforcera l'attachement du lecteur envers votre perso et attisera sa curiosité. Va-t-il s'en sortir? Va-t-il mourir ici? Évitez de raconter cette histoire 10 ans après les faits, sinon le lecteur saura que le personnage a survécu et il n'aura pas peur pour lui. La fin ouverte laisse planer le doute et marquera votre lecteur. Voilà, je vous souhaite bon courage et vous laisse avec des mots pleins de sagesse du maître espagnol. Justement, vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso. Mais oui, Presque. oui, même une jeune fille que l'autre jour m'a interviewé pour je ne sais pas quel journal, je lui avais dit ça, vous savez, pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas?